De retour au plateau, nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons de la Guinée. La communauté internationale doit regarder l'Afrique avec les yeux neufs. C'est des propos de Mamadi Doumbouya. Nous prenons donc la direction de New York à présent pour parler de la 118e Assemblée générale des Nations unies avec des discours aussi forts les uns que les autres. Mais nous allons nous intéresser à celui du colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition guinéenne, qui a fait son baptême de feu ce jeudi à la tribune des Nations unies. Il a appelé à un changement de regard sur l'Afrique et à une reconsidération des propos sur le continent, des positions plutôt sur le continent. D'abord, quel regard portez-vous de façon globale sur ce discours de Mamadi Doumbouya, Ashraf? Oui, mais quel est le discours que je peux porter Le regard. Oui, le regard. Je crois que j'ai un regard quand même assez réservé sur un certain nombre de choses, parce qu'on a vu quand même des discours quand même assez poignants, assez pertinents. C'est pertinent. On a eu de très bons orateurs à la 70e Assemblée générale des Nations Unies. Cela même s'apparente à une forme de réquisitoire, même contre l'Occident. Contre l'Occident. Je crois pour les discours africains. Les discours africains, on peut le qualifier ainsi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me félicite quand même d'une chose, parce que, vous savez, on qualifie souvent l'ONU d'une institution sclérosée qui n'est pas adaptée, disons, à la configuration politique actuelle du monde, un certain nombre de choses. Mais je me félicite quand même d'une chose qu'aujourd'hui, à l'Assemblée générale des Nations unies, disons, les dirigeants de ce monde peuvent extérioriser leur frustration et incriminer un certain nombre de choses, soulever et apporter même des approches de solutions pour un monde beaucoup plus apaisé. Maintenant, la communauté internationale, oui, certes, c'est un concept aujourd'hui qui ne fait pas l'unanimité. Et quand on parle de la communauté internationale, c'est-à-dire qu'on estime que c'est une invention de l'Occident pour réduire les autres peuples en servitude. Donc, moi, je crois que Mamadou Doumbouya est dans son rôle, c'est-à-dire ce discours-là qui consiste à relever des incohérences de la politique occidentale sur le continent, parce que il a qualifié par exemple l'Occident de donneur de leçons, c'est-à-dire que des politiques qui ne sont pas assez adaptées. Donc, même la démocratie, qui selon lui ne serait pas... Sur le plan politique, par exemple, nous avions fait le choix, par exemple, de la démocratie représentative. Moi, je trouve quand même assez précis, pertinent quand même son discours, mais c'est-à-dire que moi, j'émets des réserves sur un certain nombre de choses. Je n'aime pas qu'on soulève un certain nombre d'incohérences où on incrimine un schéma sans proposer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait le choix de la démocratie représentative. Quand le président Doumbouya dit que c'est un modèle qui a été imposé à l'Afrique, moi je me pose, c'est-à-dire que quelle est l'approche de solution, quelle est l'alternative aujourd'hui à la démocratie représentative? Faut-il retourner à la démocratie directe? Est-ce que la démocratie directe aujourd'hui constitutionnellement, nous avons... Elle parle de la démocratie de façon générale, c'est qu'il y a plus de démocratie, peut-être la monarchie, peut-être... La démocratie de manière générale, dans tous les cas, les modalités constitutionnelles de dévolution du pouvoir sont connues, c'est-à-dire qu'on brigue la magistrature suprême par la voie des élections. On sait très bien qu'on expédie les affaires courantes par les élus du peuple. Maintenant, pour revenir aux règles du jeu, on peut quand même estimer que ces règles-là sont pipées, et cela ne permet pas, dans la sphère politique, de mener une concurrence loyale. Ça, je le comprends. Mais j'estime, sur le plan, par exemple, de l'économie, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est une économie libérale et qu'il faut... l'État doit être présent, il doit jouer le rôle de réglementation dans l'économie, mais il n'y a que les individus aujourd'hui qui peuvent créer la richesse. Oui, certes, il dénonce les dérives de la mondialisation, mais qu'est-ce que l'Afrique fait? Je vais reprendre par exemple l'expression du professeur Kako Noubouko, ce brillant universitaire togolais là, qui parle de l'insertion primaire de l'Afrique dans le commerce international. Nous ne faisons pas assez. Et donc, je crois que aujourd'hui, c'est toujours bien d'écriminer, de formuler un certain nombre de demandes, mais il faut proposer des solutions beaucoup plus fortes. Et Mamadou Doumbouya aujourd'hui souffre, quoi qu'on lui dise, d'une certaine illégitimité, mais aujourd'hui, la force de la réalité a fini par rattraper la communauté internationale, qui a fini par l'accepter, qu'il est président de la République guinéenne. Donc, il peut prononcer ce discours-là sous un 18e Assemblée générale des Nations Unies. Donc, j'estime que c'est toujours bien
de formuler un certain nombre de choses, de dénoncer, mais c'est toujours mieux de faire aussi des propositions assez fortes. Donc, c'est le regard que je peux porter pour l'instant sur les discours de Mamadou Doumbouya au 78e Assemblée générale des Nations Unies. Ok, nous reviendrons sur certains aspects clés de ce discours, mais bien avant, vous, Adam, quel regard portez-vous sur le discours de Mamadi Doumbouya à cette 78e Assemblée générale des Nations Unies? Vous savez, ce discours, pour moi, c'est un discours assez mitigé venant de lui. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des aspects de ce discours-là qui expriment réellement cette volonté de l'Afrique de pouvoir donc se départir de cette mondialisation qui a été faite sans nous. Mais également certains aspects, comme je l'ai dit, mitigés, liés donc à la justification d'un certain nombre de coups d'État dont lui-même il est également procureur. Lié au fait qu'on ne peut plus justifier de toutes les façons l'interruption d'un ordre constitutionnel établi par un coup d'État duquel vient même, quelle que soit l'explication qu'on donnerait. Mais je me dis aujourd'hui, lorsque vous prenez, comme je le disais tantôt, lorsqu'il fait un discours qui s'allie réellement au regard de tous les Africains sur l'ordre mondial, véritablement, je pense que c'est un aspect objectif. Et lorsque vous prenez pratiquement tous les discours de ces chefs d'État-là s'entrecoupent et se lient. Quelque part, parce que vous savez, lorsque vous prenez tous les traités, les accords ont été signés sans nous. Parce que lorsque vous prenez les Nations Unies, nos indépendants datent de 1960, etc. Ça voudrait dire que ces discours, ces aspects-là ont été faits sans nous. Parce qu'on n'avait pas en réalité le choix. On devait donc supporter. Mais après 50 ans, 60 ans, les Africains constatent véritablement que ce discours-là n'est plus adapté. En tout cas, ça a été fait pratiquement en toute servitude des Africains. Donc il faudrait véritablement qu'on redéfinisse ce nouvel ordre mondial-là. C'est ce qui exprime pratiquement dans tous ces chefs d'État et de gouvernement, des ministres. Et Robert Doucet d'ailleurs même l'a dit. L'Afrique est fatiguée. We are tired. Let us free. Il faudrait véritablement qu'on laisse l'Africain libre. Véritablement pour dénoncer ces accords, ces actes-là qui ont été posés sans nous. Donc c'est ce qu'exprime également Mamadou Doumbouya dans son discours. Mais également, on ne doit pas concevoir ces discours-là comme étant des discours, puisque vous savez, la tribune des Nations Unies est considérée aujourd'hui comme, disons, une tribune d'orateurs le plus spécialisés. Et je pense que lorsque vous y allez et lorsque vous calquez votre regard sur ce nouvel ordre mondial que veut réclamer l'Africain, l'Afrique, cette nouvelle génération que la plupart des penseurs ont estimé, Kakoun, vous l'avez cité, et Kakoun disait également dans l'une de ses interventions qu'il y aura une nouvelle génération qui aimerait donc gouverner avec d'autres idées. Et nous en sommes là aujourd'hui. On veut véritablement qu'on rompt avec ces accords-là en tenant compte de la réalité africaine. En tout cas, c'est ce qu'a exprimé sur un certain nombre d'aspects Mamadou Doumbouya, mais également Robert Doucet qui a fait un discours véritablement fort que nous voulons panafricain. Alors, nous allons revenir à Mamadi Doumbouya, puisque c'est de lui que nous parlons aujourd'hui. Et effectivement, la communauté internationale doit regarder l'Afrique avec les yeux neufs. Alors, quelle réflexion ces propos de Mamadi Doumbouya vous suscitent? Quel est le regard aujourd'hui qu'on porte sur l'Afrique? Et pourquoi faut-il de nouveaux yeux pour regarder l'Afrique aujourd'hui? Parce que depuis des lustres, l'Afrique a été considérée comme ce continent qui ne pouvait pas apporter grand-chose à la mondialisation, qui ne pouvait pas véritablement donc impacter les accords. Et comme je le disais tantôt, c'est vrai, lorsque vous prenez ces accords-là, aucun Africain n'a eu véritablement à mettre, disons, de la valeur, de l'expérience, disons, de l'Africain dans ces traités-là. Donc ça a été fait, cela nous a été imposé. Donc aujourd'hui, Mamadou Doumbouya exprime véritablement qu'après 50 ans, ça suffit. Il faudrait véritablement qu'on change le regard des Africains. Donc en réalité, on veut qu'on redéfinisse en fait ce nouvel ordre mondial-là en tenant compte de nos réalités, ce qui n'avait pas été fait par le passé. Voilà pourquoi il dit il est temps qu'on puisse donc nous regarder avec un œil nouveau. Parce que nous portons d'autres aspirations qui n'ont pas pris en compte ces réalités-là et pouvoir donc les introduire dans ces accords-là qui nous ont été donc imposés. Et là même aujourd'hui, lorsque vous voyez sur le continent africain, et il a dit dans son discours, nous ne sommes ni pro, ni anti-russe, ni pro,
ni anti-France, ni pro, etc. Toutes ces puissances-là, nous voulons être africains, c'est tout. Ouais. Et véritablement, être africain, c'est réellement porter les aspirations des Africains, ce qui n'a pas été le cas. Donc, lorsqu'il dit qu'on veut véritablement regarder l'Afrique d'un œil nouveau, il faudrait véritablement prendre compte des aspirations des Africains avec les Africains, qu'on fasse des traités en tenant compte des aspirations des Africains. C'est ce qu'il a dit. Et je pense que c'est véritablement à la hauteur de ce que veut l'Africain et de ce que veut la mondialisation. Parce que cette mondialisation qui est exprimée sans les Africains. Mais qu'on nous impose, mais véritablement, nous sommes comme des sujets. Nous sommes des métayers de cette puissance occidentale-là. C'est ce que nous refusons aujourd'hui, c'est ce que refuse ce chef de l'État. Et je pense qu'il a eu tous les mots nécessaires pour pouvoir l'exprimer. Et il a été ovationné. Malheureusement, je ne sais pas si ces propos-là ont été donc entendus. On peut les écouter, mais est-ce que ça a été attendu? Puisqu'il y a plusieurs années que les Africains réclament. Par exemple, le Conseil de sécurité ou l'Afrique. Oui. Lorsque vous prenez aujourd'hui les États, nous ne sommes pas 16, nous sommes 54 pays africains. Il faudrait véritablement qu'au lieu d'un seul conseil, d'un pot de conseil tournant, il faudrait que nous ayons notre place dans ce conseil de nations-là, ce qui n'est pas le cas. C'est pourquoi je dis, ces discours-là, est-ce que c'est seulement des tribunes pour exprimer, disons, sa qualité d'orateur? Je n'y pense pas, parce que ces discours-là ne sont pas écoutés. Parce que depuis très longtemps, nous avons vu l'année dernière, il y a eu des discours au-delà de ça, mais qu'est-ce qui a véritablement changé? Il faudrait véritablement qu'on ait d'autres approches qui permettront à ce que ces discours-là ne soient pas seulement écoutés, mais qu'ils soient attendus pour réellement pouvoir les exprimer dans la réalité. Mais n'est-ce pas aussi déjà quelque chose de gagné que d'avoir l'opportunité de porter ces discours-là au regard de Non, il n'y a rien de gagné. De toutes les façons, la tribune des Nations Unies a été toujours cette tribune-là qui permet de pouvoir exprimer un certain ras de bol. Donc, rien n'est gagné. En tout cas, c'est un formalisme qui est là, il faudrait l'exprimer. Maintenant, ce formalisme-là qui est exprimé, il faudrait véritablement qu'il soit mis en place, qu'il soit mis en application. Ce que nous ne voyons pas. Voilà pourquoi j'ai dit, rien n'est gagné d'avance. Il faudrait quand même construire d'autres aspects pour mieux l'exprimer, qu'on soit entendu et que cela soit appliqué dans les actes et faits. Ok. Ashraf, dans une portion de son discours, il estime que la communauté internationale doit regarder l'Afrique avec les yeux neufs. Qu'est-ce que ces propos vous suscitent comme réflexion? Quels étaient les yeux avec lesquels on voyait l'Afrique et pourquoi faut-il les changer aujourd'hui? Oui, mais okay. Non, en fait, je crois qu'on a toujours, disons, accusé, disons objectivement, l'Occident de condescendance, d'arrogance, d'un certain nombre, voire même de mépris vis-à-vis de l'Afrique. Et donc aujourd'hui, avec la dynamique évolutive des sociétés, l'Afrique a vite compris qu'il faut se réinventer, qu'il faut s'imposer dans le concert des nations. Et donc moi je refuse. J'estime que c'est aussi une posture de victimisation, souvent, d'aller à la tribune des Nations Unies, d'extérioriser un certain nombre de frustrations. Le monde est basé sur des rapports conflictuels. Et que jamais l'Occident ne va jamais se rétracter en se disant qu'on a quand même exploité ce continent-là et qu'il est temps maintenant de les laisser s'affranchir d'un certain nombre de choses. Donc, il suffit tout simplement que les Africains prennent également leurs responsabilités. Maintenant, c'est toujours bien de faire des discours, mais cela aussi doit être accompagné par des actes. Et donc, par exemple, je prends un cas concret, par exemple, vous avez des Africains qui ont toujours dénoncé les agissements de la Cour pénale internationale, par exemple, sur le continent. Mais j'estime que c'est un faux débat, parce que c'est les Africains qui donnent le pouvoir à la Cour pénale internationale d'interpeller un certain nombre de nos frères. Sur la base de quel principe? La Cour pénale internationale, par exemple, fonctionne sur la base du principe de la complémentarité, ce qui veut dire que la priorité revient aux juridictions nationales de juger nos propres frères. Oui, mais revenons à ce regard de la communauté. Pour revenir au Conseil des Nations Unies, il a parlé par exemple d'une place, par exemple, au Conseil de sécurité. Je crois que je me rappelle, l'illustre Emmanuel Macron même avait qualifié le Conseil de sécurité en état de mort cérébrale, et qu'à un moment donné, donc je crois que les Africains ont le droit de revendiquer un certain nombre de choses. Mais je le dis, pour se faire respecter, il faut également prendre un certain nombre de choses. Qu'est-ce que les Africains aujourd'hui font pour s'affranchir d'un certain nombre de pesanteurs qui pèsent sur nous? Déjà, il faut une économie forte. Il faut une gouvernance vertueuse.
Il faut une gouvernance vertueuse. Et donc, est-ce que nous avons pris vraiment, véritablement des résolutions dans ce sens? Donc, regarder l'Afrique avec des yeux neufs. On a toujours méprisé l'Afrique, on a toujours estimé qu'on n'a rien à apporter à la prospérité de l'humanité. Et si les autres le disent, c'est parce qu'ils ont toujours considéré les Africains comme des consommateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre posture, dans la posture aujourd'hui du continent africain, est-ce qu'on fait vraiment un effort de produire et de s'insérer aujourd'hui dans le commerce international en offrant des services aux autres? Vous voyez qu'on est toujours dans le même schéma, c'est-à-dire nous demeurons toujours des véritables consommateurs. On n'a pas véritablement des économies résilientes. Et donc, je crois que si on veut vraiment répondre à l'hégémonie occidentale, également, il faut que politiquement et économiquement, qu'on puisse quand même voilà, être vraiment au rendez-vous. Donc, je crois que des résolutions politiques vraiment doivent aller dans ce sens si on veut vraiment exister dans le concert des nations. Parce que ces gens-là ont une posture quand même impérialiste. Si nous ne prenons pas des mesures judicieuses pour répondre à cette conflictualité-là, nous n'en sortirons jamais. Alors, je reste toujours avec vous, Achraf. Les vrais putschistes les plus nombreux qui ne font l'objet d'aucune condamnation, ce sont aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les tests de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir, disait-il. Alors, Mamadi Doumbouya cherche-t-il, selon vous, à justifier son coup d'État? Oui, bon, c'est aussi une évidence. Je ne crois pas qu'il fait preuve de mauvaise foi. Il décrit, disons factuellement, ce qui se passe sur le continent. On sait très bien que oui, certes, c'est toujours bien de dénoncer les coups d'État, mais les coups d'État constitutionnels également ont servi de mauvaise jurisprudence. C'est pour cette raison qu'il y a aujourd'hui une pléthore de coups d'État sur le continent. Mais il le dit aussi tacitement pour justifier également, s'apporter une certaine légitimité sur le plan international. Moi, je suis juriste de formation. Moi, je crois profondément à la légalité constitutionnelle. Je crois qu'il faut effectivement améliorer les règles de jeu de dévolution du pouvoir dans notre pays, mais cela ne doit pas justifier des coups d'État. Je crois que la représentation nationale aujourd'hui, parce que la modification de la Constitution relève de la compétence des assemblées nationales, il faut également essayer d'équilibrer un certain nombre c'est-à-dire que d'élus doivent prendre un certain nombre d'initiatives pour éviter la révision constitutionnelle en cascade. C'est pour cette raison que moi je dis, ouais, même si les gens ne sont pas d'accord avec moi, j'estime que l'une des solutions en Afrique, c'est de créer ce qu'on appelle le principe d'intangibilité des dispositions constitutionnelles. C'est-à-dire que pour moi, certaines dispositions constitutionnelles ne doivent pas faire l'objet de révision. Par exemple, la limitation du mandat, par exemple. Si on estime que, oui, la Constitution doit s'inscrire dans la dynamique évolutive des sociétés, que toutes les dispositions constitutionnelles doivent être révisées, donc, à chaque moment, vous avez un président de la République qui fait 30 ans au pouvoir parce qu'il y a une majorité obèse à l'Assemblée nationale, continuera toujours de modifier la Constitution. Et donc, du point de vue de la légalité constitutionnelle, il est... on ne peut pas l'écriminer. Oui. Ce n'est pas anticonstitutionnel parce qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, je crois que les règles du jeu vraiment sont faussées. Ça, il faut le dire sur le continent. Et cela crée à chaque fois des violences au lendemain, au soir des élections, que ce soit présidentielles ou législatives. Donc, je crois qu'il a décrit de manière lucide ce qui se passe vraiment sur le continent. Même si, je le dis encore, cela ne doit pas constituer un motif légitime pour les coups d'État constitutionnels qu'on observe d'ici et là. Adam, Mamadi Doumbouya essaierait-il plutôt de justifier son coup d'État en parlant de ces manigances que font certains chefs d'État et qui ne sont jamais inquiétés en modifiant les constitutions, les tests fondamentaux de leur pays pour se maintenir éternellement au pouvoir? Vous savez, pour moi, c'est un narratif qui est biaisé, pour la simple et bonne raison que je me dis qu'on ne peut pas justifier les erreurs du passé par certaines erreurs du présent. C'est ce qui est en train de se passer. Voilà pourquoi moi je me porte à faux compte du fait qu'aujourd'hui, soit on n'a rien à dire pour justifier réellement donc un coup d'État qui d'ailleurs même est assez diminutif d'un point de vue du fait qu'aujourd'hui nous exprimons par rapport à une démocratie retrouvée qu'on peut véritablement réviser en l'adaptant avec nos réalités. Mais lorsqu'on a commis des erreurs du passé, il faudrait quand même qu'on ait d'autres aspects pour pouvoir véritablement donc corriger aujourd'hui ces erreurs-là. Les coups d'État ne peuvent plus être justifiés par le fait
du fait qu'on a eu des coups d'État constitutionnels passés. Donc on justifie un coup d'État militaire par le fait qu'il y a eu par le passé donc les coups d'État constitutionnels. Pour moi, ce n'est pas un débat qui tienne la route. Mais au même moment, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait véritablement que nous ayons un beau mot. C'est vrai que les narratifs qui sont exprimés vis-à-vis des Nations Unies, il faudrait quand même que nous-mêmes nous commençons dans nos pays à pouvoir exprimer donc ces valeurs-là que nous ne retrouvons pas. Parce que lorsque vous prenez dans nos pays où quelqu'un lui-même peut s'ajuster le droit de pouvoir faire des pillages et se retrouver peut-être avec tout le budget d'un État dans sa chambre et qu'on dise véritablement que nous voulons véritablement qu'on puisse redéfinir ce nouvel ordre mondial. Donc, au niveau des Occidentaux, ils nous voient tout comme si nous n'avons pas évolué. Et c'est ce qui fait que cette condescendance-là est toujours d'actualité et qu'il est difficile de se départir. Parce que pour eux, il faudrait véritablement qu'on puisse atteindre un niveau de développement donné, qu'on puisse donc parler d'égal à égal. Et lorsque dans nos pays, le développement ne suit pas, on vous nomme ministre, on vous nomme tel DG, etc., il faudrait véritablement que vous pensiez à vous-même d'abord. Et comme nous l'avons dit, nous n'allons pas citer des pays de toutes les façons, comme je l'ai dit. Tous nos pays africains, nous avons des similitudes entre nous. Ce qu'on retrouve au Gabon aujourd'hui, où on retrouve pratiquement les budgets des États africains dans la chambre d'une seule personne, est pratiquement dans tous les pays. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est le Gabon qu'on trouve que c'est le Gabon. On en a trouvé dans tous les pays. Et donc, aucun pays n'est épargné. Et à partir du moment où nous allons exprimer ces valeurs à la tribune des Nations Unies, et que nous-mêmes, en amont, dans nos propres contrées, nous n'arrivons pas véritablement à prendre soin de nos populations. Il suffit de nommer quelqu'un, il a un pan de pouvoir, il dort, il veut véritablement réfléchir comment rendre la vie difficile à sa population. Comment faire en sorte que ces populations sentent l'État d'une manière assez dure. Donc, au niveau du blanc, le blanc ne soit pas comme si nous avons évolué. Donc, ce discours arrête des discours. Il faudrait véritablement que je parlais de l'expression de ce discours-là pour qu'on soit attendu, que nous-mêmes nous changeons d'habitude. Ce que nous ne constatons pas dans nos pays. Et malheureusement, les Blancs vont continuer pas fonctionner. Pourquoi ces discours-là, pour moi, resteront des discours? Mais n'est-ce pas pour changer cette situation que, par exemple, des gens comme Mamadi Doumbouya prennent le pouvoir par la force? Mais ça a changé quoi? Dites-moi. Peut-être qu'il n'a pas encore à la fin de sa transition. Non, mon ami, non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a des gens qui donnaient des exemples. Nous avons des chefs d'État. Lorsque vous avez de la vision pour votre pays, vous l'exprimez. Vous n'avez pas besoin de faire fondamentalement les 3 ans pour l'exprimer. C'est vrai qu'il a fait des pas, hein, de toutes les façons. Lui également, lorsqu'on vous nomme, vous voulez marquer votre temps. Et il a fait des pas. On n'aurait pas dit quand même qu'il y a eu des stationnements. Non. Je sais qu'il a fait des pas. Mais exprimer le développement dans toute sa plénitude, de toutes les façons, dans nos pays africains, on ne le constate pas. Et donc, cela reste des discours, comme je l'ai dit. Avant que nous voulons véritablement que ces discours soient entendus, il faudrait que nous-mêmes, nous commençons déjà par changer. Nous exprimons le développement, nous pensons à la population, nous estimons que notre population doit vivre mieux. Ce n'est pas parce qu'on nous donne un pan de pouvoir, nous allons arriver sur le Togo, nous allons démontrer des choses. Ce n'est pas parce qu'on va aller dormir, dire que voilà comment nous allons faire pour rendre la vie difficile à nos populations, que nous faisons donc faire dire à la communauté internationale que nous pensons qu'il faudrait quand même que les actions, ce que nous ne constatons pas, voilà pourquoi pour les Blancs, ce n'est pas entendu, cela reste des discours et cela restera des discours tant que nous ne changerons pas. Alors, un dernier aspect de ce discours de Mamadi Doumbouya que je voudrais qu'on aborde avant le temps qui nous est imparti, c'est sa considération en tout cas de l'actualité dans la sous-région ouest-africaine et surtout au Sahel. Il n'a pas hésité à exhorter la CEDEAO plutôt au dialogue que de vouloir maintenir la pression sur les États ouest-africains dans une situation particulière. Je veux parler des États en transition, notamment le Niger, le Mali, le Burkina et la Guinée, son pays. Achraf. Oui, non, mais lui, il est dans son rôle. Et, dans tous les cas, il a le même statut que Assimi Goïta ou Ibrahim Traoré, un certain nombre de choses. Donc, il ne peut que tenir. Il est en phase avec ces gens-là. Non, mais je crois que la CEDEAO remarque qu'il y a une certaine transgression des principes démocratiques et donc il est obligé d'agir. Ouais, mais c'est toujours bien de privilégier la voie du dialogue. Ça, je ne le refuse pas. Mais il doit également admettre qu'un certain nombre de principes démocratiques ont été transgressés avec les putschs militaires qu'on constate d'ici et là. S'il ne le constate pas, alors là, il est dans le déni de réalité. Parce que ce que les gens n'oublient pas, c'est-à-dire que sur le cas nigérien, si la CEDEAO
ne hausse pas le ton, nous continuerons toujours à assister des coups d'État militaires en cascade. Donc, je ne dis pas qu'il faut privilégier, qu'il faut se comporter en faucon, il faut agresser militairement le Niger, mais il faut les rappeler également qu'ils sont à l'origine d'un certain nombre de choses. Si on veut vraiment avoir une stabilité politique pérenne dans la sous-région, je suis désolé, il faut respecter les modalités constitutionnelles de dévolution du pouvoir. On ne brique la magistrature suprême que par la voie des élections. Maintenant, on le sait très bien, il y a des carences, des règles de jeu, des dévolutions du pouvoir, il faut les améliorer. C'est ce que mon aîné a dit, on ne peut pas justifier la situation présidentielle par les erreurs du passé. Oui, certes, il y a des coups d'État constitutionnels, mais cela ne doit pas constituer un motif légitime pour évincer les présidents de la République démocratiquement élus. Adam, Mamadi Doumbouya exhorte la CEDEAO à privilégier plutôt le dialogue en parlant de l'actualité dans la sous-région. Oui, vous savez, je pense que ce que Mamadou Doumbouya a exprimé a tout son sens. Pour la simple et bonne raison, c'est pas parce qu'un État estime que ce que vous faites pour ce pays-là n'est pas bon qu'on peut estimer qu'il est contre une certaine idéologie donnée. Et c'est ce que, en réalité, nous constatons dans nos États. Parce que Mamadou Doumbouya, en tout cas, moi, s'il m'est donné aujourd'hui de pouvoir comparer ces processus-là, je trouve véritablement Mamadou Doumbouya, il a des valeurs à pouvoir donc exprimer. Il n'est pas intervenu pour interrompre l'ordre constitutionnel, justement pour être, disons, en déphasage avec un ordre mondial établi. Et il a dit, c'est pas parce qu'il est il va être africain, tout simplement, parce que ce qui se passait avec son prédécesseur n'était pas bon. Il fallait donc intervenir pour rétablir l'ordre. C'est ce qu'il est en train d'exprimer. Il ne l'a pas fait pour dire que voilà, je suis contre la Russie, je suis contre la France, je suis contre les États. C'est ce qu'il a dit. Et justement, c'est pas parce que le Niger a eu des problèmes et qu'aujourd'hui, la Guinée estime que on ne peut pas permettre à la CEDEAO d'intervenir. On va le juger de tous les noms d'oiseaux, dire que voilà, c'est parce qu'il n'est pas avec la France, il est avec tel-ci. Permettez-nous, voilà pourquoi je reviens, parce que ce discours-là s'entrecoupe. Je disais tantôt, Robert Dussel l'a dit, nous sommes fatigués. Il faudrait quand même qu'on puisse nous laisser s'exprimer librement. Et Mamadou Doumbouya a pu s'exprimer librement en disant que l'intervention de la CEDEAO n'est pas opportune au Niger. Et il faudrait quand même que la communauté internationale puisse le comprendre ainsi. On n'a pas besoin de calquer nos regards parce que la France veut que ce soit ainsi. Nous-mêmes, nous pouvons nous exprimer. Et c'est la même chose. Le Togo, par le biais du ministre, professeur Robert Dussel aussi l'a dit. Il faudrait quand même que si le Togo dit ce n'est pas bon que la CEDEAO intervienne au Niger, qu'on ne puisse pas le prêter des noms. C'est normal parce que c'est nous qui le vivons. Je pense de mon dernier passage en parlant du fait que c'est la région qui puisse véritablement sentir ce qui est en train d'intervenir au niveau du Niger. Parce que ça a des tentacules dans tous nos pays. Donc ce n'est pas la France qui sent. En tout cas, directement, ce n'est pas la France qui sent. C'est nous, les pays africains, qui sentons. Et donc, Mamadou Doumbouya est en train de dire, laissez-nous s'exprimer librement sur nos aspects de développement, même si nous exprimons, nous, populations, que ces aspects de développement ne sont pas exprimés. Merci beaucoup. Dans sa plénitude, nous sentons que Mamadou Doumbouya a fait un pas. Merci beaucoup, Adam. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve après pour la suite de cette émission.